Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Boquet, le dirigeant d'Aikos Concepts. Il propose à ses clients des formations actives et ludiques. Dans cet épisode, Jérôme nous met en garde. Jouer n'est pas apprendre. Il revient sur les pièges à éviter et les bonnes pratiques à respecter lorsque l'on utilise un jeu en formation. Bonne écoute. Bonjour Jérôme Boquet. Merci de m'accorder de ton temps ce matin. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bonjour Mathieu, donc je suis Jérôme Boquet, je suis le fondateur et dirigeant d'Aikos Concepts. C'est un organisme de formation qui a plusieurs actions. On fait en même temps des actions de formation, beaucoup de séminaires, de stages, d'ateliers. On a une deuxième activité qui est la conception pédagogique. On crée beaucoup de programmes de formation. On forme beaucoup de formateurs. Et puis la troisième activité qui est historique, c'est la création, l'adaptation et l'utilisation de jeux pédagogiques et la gamification pédagogique. D'accord. Et sur quel sujet de formation est-ce que vous intervenez ? Alors, nos clients ont beaucoup d'imagination, donc il y a beaucoup de sujets, mais ces dernières années, en tant qu'organisme, il y a eu beaucoup de changements dans l'environnement professionnel et actuellement, tout le monde est un peu perdu. Il faut lancer des projets, il faut être autonome, il faut gérer ses priorités, il faut être à l'écoute, etc. Et donc, notre activité principale, c'est autour des managers et autres relais. C'est comment développer leurs compétences, alors que ce soit être des meilleurs managers, c'est-à-dire des managers qui managent, mais aussi réussir les changements, les projets, gérer ses priorités. Enfin, on est vraiment sur comment s'adapter au monde actuel, sachant que selon les environnements, les métiers, les situations, il y a des fois l'écart à combler est faible. Il faut juste clarifier un petit peu des choses. Puis il y a des fois, on est vraiment sur des écarts majeurs. Voilà, donc on est sur développer les compétences, plutôt compétences qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences interpersonnelles, relationnelles, enfin, ce qui fait réussir dans les organisations. Est-ce que ce sont du coup des thèmes qui sont faciles à mettre en jeu, puisque tu as parlé de gamification? Alors, je pense que ça va être, on va beaucoup en parler pendant notre échange, mais le piège majeur, c'est de partir du jeu, enfin de créer un jeu sur un sujet. Tous les sujets sont gamifiables, mais ce qui va être important, ça va être de se dire comment je vais utiliser les meilleurs éléments tirés du jeu ou du principe du jeu pour atteindre les objectifs de ma formation. Et c'est vrai que plus le sujet est ennuyeux, théorique, conceptuel, plus le jeu s'y prête. Autrement dit, des jeux sur la communication, il y en a plein. Créer un jeu ou un système de jeu qui permet aux participants de s'approprier un processus, des règles, etc., ça, c'est le vrai challenge. Tu vois, et souvent, le plus dur, c'est pas de faire le jeu. Faire un jeu compliqué, faire un jeu où tu mets tout, c'est assez simple. Faire le truc simple et léger qui va aider les apprenants à faire après la formation, c'est ce qui est le plus long. Ça demande d'aller à l'épure, car un bon jeu en formation est un mauvais jeu. Mais ça, j'y reviendrai après. D'accord. Donc en fait, le jeu, on peut l'utiliser dans n'importe quel type de formation, à partir du moment où il est bien fait. Et où il est adapté à l'environnement et au public. C'est-à-dire que tu as des jeux. Quand on dit jeu, c'est au sens large. C'est une activité pédagogique, c'est un jeu, si elle est bien faite. Il faut que ça soit adapté à l'environnement. C'est-à-dire que si tu as des comités de direction, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des vendeurs, des opérationnels, faut pas leur présenter les mêmes choses. Le sujet peut être le même, mais la façon de le traiter sera pas pareille. Et justement, au niveau un petit peu du vocabulaire, j'ai vu que tu utilises beaucoup le terme jeu pédagogique dans tes billets de blog. Est-ce que c'est ta façon de traduire Serious Games ?
Alors, serious game est un mot qui est à la mode et dans lequel beaucoup de gens l'utilisent en parlant du serious video game, c'est-à-dire du jeu vidéo sérieux. Or, le jeu vidéo sérieux, c'est assez récent et le terme jeu sérieux, qui est très ancien, a été popularisé en 1970 et c'était bien tous les jeux, et à l'époque, on ne parlait pas des jeux vidéo, tous les jeux dont l'intention est autre que le divertissement. Et donc, dans ces jeux sérieux, tu as des jeux informatifs, tu as des jeux de communication, tu as des jeux marketing, et tu as le jeu pédagogique, dans lequel son intention, c'est d'améliorer le développement des compétences. Donc, le jeu sérieux englobe tout type de jeu ou de principe de jeu utilisé à un moment donné, et tous les serious video games sont pas forcément des bons jeux sérieux, même si c'est à la mode. D'accord. Et du coup, une formation, lorsqu'elle est ludifiée, comment elle se déroule? Quelles sont les différentes parties? Alors, mon premier jeu pédagogique, c'est en 1990. Je parle bien pour adultes, hein, parce qu'avant, je viens du monde du jeu. J'ai découvert Donjons et Dragons en 1981. J'avais 16 ans. Ça a flingué ma scolarité. J'ai découvert les jeux avec figurines, l'appel de Cthulhu, les Warhammer, mais les Warhammer bien avant que ce soit le jeu vidéo. Les jeux avec les pions, enfin j'ai joué à tout un tas de trucs, j'ai joué à pousser des figurines napoléoniennes. Alors déjà avant de découvrir le jeu de rôle, plus jeune, je jouais avec des figurines, des Airfix, et je recréais dans le salon de mes parents des grandes batailles Gaulois contre Romains, Napoléon. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Ma mère travaillait dans un musée du jouet. Mes parents collectionnaient les automates. Ils avaient un café-théâtre à Paris. Enfin, j'ai toujours été environné par l'environnement, on va dire, un peu décalé. Et un jour, ma mère est revenue en disant, tiens, Jérôme, voilà, au musée, on a reçu jeu et stratégie numéro 1. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh! Et ça, j'avais 13, 14 ans. Et à 15 ans, à 15, 16 ans, j'ai découvert Donjons et Dragons. Et donc, je me suis toujours dit, je vais en faire quelque chose. Et on a fait des jeux avec le copain de l'époque qui est devenu après mon associé. On a fait des jeux pour les fêtes de ville, pour les forums associatifs, pour sensibiliser les jeunes à la toxicomanie. On a fait des soirées d'entreprise, on a fait plein de jeux. Et en 90, on a dit, bah tiens, on va aller dans le monde de la formation. Et le premier jeu que j'ai fait, c'est du jeu de rôle. Et j'en fais toujours. J'en fais toujours et professionnellement et personnellement. J'ai la chance de jouer une fois par mois avec des copains à mon bureau. Et en 90, on a fait notre premier jeu de rôle. Et d'ailleurs, c'est devenu au bout d'un moment quelque chose qui s'appelle maintenant la porte s'ouvre, qui est toujours utilisé par beaucoup d'organismes de formation, même si ça a quitté Ecos Concept. C'était utiliser un comédien à un moment donné dans une formation qui va faire le principe du rôliste. Et c'est quelque chose que j'ai créé avec Philippe Coste, qui à l'époque était mon associé chez Ecos. Et en 90, ça a été notre premier jeu. Puis ensuite, vers 92, on a commencé à se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, ou en tout cas beaucoup de Trivial Pursuit ou beaucoup de gros jeux. Donc on a commencé à créer nos propres jeux. Et à l'époque, on disait à nos clients, vous allez jouer et vous allez voir, rien qu'en jouant, c'est formidable. Faites une demi-journée de jeu de rôle et ça y est, c'est bon. Vos commerciaux sont des bons commerciaux, vos managers sont des bons managers. Et à l'époque, moi, j'y croyais. C'est pour ça que quand je vois des messages sur jouer, vous allez vous former, je me souviens de l'époque où je disais ça. Et c'était pas faux, parce qu'à la fin, les gens étaient contents, c'était sympa. Sauf que, comme ça fait quand même 28 ans que je fais de la formation, j'ai revu mes participants après, et je me suis rendu compte qu'ils avaient passé un bon moment, mais que, voilà, il manquait des trucs. Donc très vite, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas suffisant. Et entre 1990 et 2000, on a créé beaucoup de jeux et on était le principal éditeur et diffuseur en France de jeux pédagogiques pour la formation des adultes. Jeux que j'utilise toujours. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Et donc, quand on va ludifier une formation, le grand piège, c'est de démarrer par le jeu. Parce que les gens sont pas là en formation pour jouer. C'est même une erreur majeure. Si à la fin de la formation, ils disent on a bien joué, c'est que tu as mal fait ton boulot. Mmh.
Donc, quand on va ludifier une formation, mais si tu veux, on y reviendra après, il y aura 3 grands éléments. Ce que j'appelle les briques ludiques. C'est-à-dire comment tu vas insérer à certains moments des activités, des jeux, des trucs ludiques qui vont créer un effet. Ensuite, mais il suffit pas de jouer. Enfin, s'il suffisait de jouer pour se former, ça se saurait. Ensuite, tu as le deuxième niveau qui est finalement, on n'apprend pas en jouant, en lisant toutes les règles. C'est-à-dire, si tu veux faire fuir un joueur au Monopoly, tu lui apprends toutes les règles. Non. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu as un tutoriel qui t'apprend progressivement les trucs. Donc, tire enseignement de comment on apprend à jouer, comment tu joues, comment tu scénarises ta formation. Théorie jour 1, pratique jour 2, c'est juste débile. Enfin, tu vois, c'est juste débile et ça existe encore beaucoup. C'est-à-dire comment tu vas scénariser, comment tu vas faire en sorte de, je montre un petit peu, puis j'approfondis, puis je reviens dessus, puis je reviens. Et puis le troisième outil que tu vas utiliser, qu'on trouve plutôt dans l'aspect marketing de la gamification, c'est comment tu vas découper en petits bouts et comment tu vas donner des buts à atteindre de façon à ce que les gens se voient progresser et aient envie de continuer. Et éventuellement, à un moment donné, tu vas utiliser un ou plusieurs jeux dans ton scénario. Donc, quand tu ludifies une formation, je ludifie souvent des formations. Quelquefois, la ludification, c'est avant tout d'enlever les contenus qui servent à rien. Et il y a quelquefois pas besoin de mettre de jeu. D'ailleurs, on a des sujets qui marchent très très bien, sur lesquels on a des activités ludiques et pas de jeu. Parce que c'est pas l'activité la plus efficace à ce moment-là. Pour donner un exemple, en gestion du temps, on fait beaucoup de formations, gérer ses priorités, réussir ses priorités, parce que ça, c'est un vrai besoin. Quand j'ai commencé il y a 12 ans, j'avais un jeu qui durait 1h30 au démarrage. Et les gens étaient contents. Hein. C'est juste que je me suis rendu compte qu'1h30 de jeu pour un objectif... Enfin, je pouvais faire la même chose en 5 minutes. Je préfère faire 5 minutes ce jeu, ce petit jeu, et utiliser les 1h25 qui restent à travailler sur et vous, comment vous allez faire, de quoi vous avez besoin et comment réussir, que de jouer 1h30. Ok, sur le... Donc, c'était un jeu d'1h30 que tu as réduit en 5 minutes, c'est ça? J'ai créé une autre activité moins ludique, mais très sympa, très puissante. Et par contre, j'ai scénarisé les 1h25 après pour que ça soit pas on joue 5 minutes et on s'ennuie 1h25. Mais à la fin des 1h30, les participants, ils disent mais super, je vois comment je vais utiliser ce qu'on vient de voir. Oui, ça c'est important. Ouais. Tu vois, c'est sur la gestion urgent important. C'est-à-dire le jeu pendant 1h30 sensibilisait aux gens sur attention, dans l'urgence, on réfléchit pas. Super, mais au bout d'1h30, les gens disaient super, je vois bien ce qu'il faut pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je préfère faire ça pendant 5 minutes et puis les aider pendant 1h25 à eux être plus à l'aise, réussir. Parce que ce qu'ils veulent à la fin, c'est pas avoir joué. Ce qu'ils veulent, c'est que le jeu... Moi, quand ils me disent à la fin, ça s'est bien passé, je me suis pas ennuyé, et en plus c'est utile, je suis content comme tout. S'ils me disent on a bien joué, c'est que j'ai mis trop de jeu ou que je suis passé à côté de l'objectif. Tu vois, donc une bonne formation ludifiée, c'est une formation qui atteint ses objectifs. C'est pas une formation où on joue. Ouais, qui atteint l'objectif de la formation, comme quoi on a appris quelque chose à la fin de la session. Quoi. On a appris, on a formalisé, on sait comment l'utiliser, on a pris conscience de ce qu'on faisait bien ou pas bien, on a échangé avec des collègues des bonnes astuces. Voilà, c'est ça qui va être important. Et actuellement, comme c'est la mode du jeu, il y a beaucoup de gens qui confondent je joue et j'apprends. Or, c'est pas pareil. On n'apprend pas en jouant. C'est faux. Dit celui qui joue depuis 30 ans. Pourtant, effectivement, j'ai l'impression de l'inverse. Enfin, un enfant, il joue tout le temps, et c'est une façon pour lui d'apprendre quand même. Bien sûr. Alors, mais attention, je te parle bien, moi, de jeux utilisés en formation des adultes dans des séquences qui vont durer une journée, une demi-journée, 2 jours, 3 jours. Qu'effectivement, sur 5 ans ou sur des années, moi, le jeu m'a apporté beaucoup. Le jeu de rôle, en jouant des milliers d'heures, ça m'a apporté énormément. Mais, mais on n'est pas en train de parler des milliers d'heures passées à jouer. On est en train de parler de comment, en jouant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 1h30, ça va t'aider à progresser. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la gamification pédagogique pour les enfants et la gamification pédagogique pour des adultes en situation de travail, dans le développement des compétences,
il y a des passerelles, mais on n'est pas sur les mêmes objectifs. On a dit pendant longtemps que le jeu d'échecs développait la mémoire, d'accord? Oui. On sait maintenant que c'est faux. Alors, c'est pas faux parce que toute activité qui utilise les fonctions cognitives développe la mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On mettait des pièces sur un échiquier, on demandait à des gens de regarder les pièces sur l'échiquier pendant quelques secondes, puis ensuite on enlevait les pièces et ils devaient les remettre. Et l'étude a montré que ceux qui jouaient aux échecs en remettaient beaucoup plus que ceux qui n'y jouaient pas. Donc à ce moment-là, on s'est dit, c'est formidable, le jeu d'échecs développe la mémoire. C'est juste qu'il y avait un biais, c'est que il y a après une autre étude qui s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train, non pas de travailler sur la mémoire, mais sur la mémoire des parties d'échecs? Et effectivement, l'autre étude, ça a été, je mets les pièces sur le plateau d'échecs de façon aléatoire. Et les joueurs d'échecs n'avaient pas plus de réussite que les autres. C'est-à-dire que si tu mets, c'est-à-dire que plus tu joues à un jeu, plus tu deviens bon à ce jeu. Au bout d'un moment, ça va bien sûr impacter tes proto-compétences ou tes capacités à distinguer, à calculer, etc. Et ça, pour les enfants, c'est formidable. Mais c'est pas parce que tu joues à un jeu stratégie que tu vas être forcément meilleur dans la gestion d'un projet dans une organisation. Tu vois Donc souvent, il y a un mélange, mais bien évidemment que le jeu pour les enfants ou le jeu de longue durée, et pourquoi je parlais des échecs, c'est que c'est pas les échecs qui développent la mémoire. N'importe quelle activité qui utilise le fait de se servir de sa mémoire aura des effets à un moment donné dans la durée sur la mémoire. Mais c'est pas suffisant pour nous qui faisons de la formation. Hein, on n'est pas là, enfin, on n'a pas les mêmes publics. On a des adultes déjà qui ont tout un tas d'a priori. Certains aiment le jeu, d'autres pas. Certains, voilà. On n'est pas là pour ça. Donc, on n'apprend pas en jouant. C'est-à-dire que c'est pas quand tu les as pendant une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine. C'est pas comme s'ils jouaient pendant des mois à un jeu. Ouais, donc la différence, c'est la durée, quoi. C'est la durée. C'est effectivement c'est la répétition. Mais voilà, on n'est vraiment pas sur les mêmes choses. Mais moi, je trouve que le jeu en tant qu'outil de développement, en général, c'est super. Mais on parle pas des mêmes sujets. J'ai des managers et l'ambition de l'entreprise, c'est qu'ils prennent conscience de l'importance de dédier du temps à leurs équipes et de le faire réellement. Et il suffit pas de le décider, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser, il faut être conscient de sa relation au temps, il faut avoir identifié les pièges dans lesquels on tombe, il faut savoir dire non à toutes les sollicitations, il faut passer de je fais tout à je fais ce qui est important. Voilà, c'est ça qu'on doit travailler. C'est pas simplement prenez conscience du fait que attention, il faut gérer l'urgent et l'important. Sinon, tu es juste dans la prise de conscience, t'es pas dans de la formation. D'accord. Ah, mais tout ce que je vais dire pendant le podcast, c'est bien dans le cadre d'une formation. Hein, je dirais autre chose si c'était pour le développement en général de l'être humain. Et c'est pour ça que quand on lit des articles parlant de l'éducation des enfants, il faut toujours, nous, pédagogues pour adultes, qu'on fasse le tri entre la durée, qui on a et quel est l'objectif. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on choisit un jeu pour l'intégrer dans une formation? Alors, comment choisir un jeu? Alors, c'est une question de culture aussi. C'est-à-dire que pour celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. C'est-à-dire que si le piège, et moi je le rencontre très souvent, et c'est caricatural, c'est on l'appelle le Marshmallow Challenge. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu où tu as des spaghettis, tu as un chamallow, il faut construire une structure avec le chamallow qui est en haut. Le piège, la tendance des gens qui débutent, c'est quel que soit le sujet, je vais mettre cette activité. Donc déjà, avoir une culture ludique, mais surtout une culture pédagogique. Hein, parce qu'il y a plein de très bons jeux pédagogiques qui sont juste des activités ludiques qu'on a un peu gamifiées. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord de partir de quel est l'objectif de votre formation. À quoi vous devez arriver. Et on ne forme pas au management, on ne forme pas à la conduite de projet, on ne forme pas à la réussite des changements. On forme des personnes pour être capables d'eux. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir un scénario pédagogique, c'est-à-dire de découper ta formation en séquences.
puis ensuite de te dire à ce moment-là quelle activité je vais choisir. Et est-ce que cette activité, c'est un jeu, une activité ludique ou autre? Et ensuite, à ce moment-là, tu vas adapter ton activité de façon à ce qu'elle atteigne les objectifs. Mais si tu as une séquence d'1 heure pour traiter un sujet, ton jeu peut pas durer 1 heure parce que c'est pas en jouant qu'on apprend, c'est le débriefing, c'est l'exploitation et c'est le transfert. Tu vois alors bien évidemment, on peut avoir en tête des jeux. Moi, par rapport à des sujets types, j'ai sur la conduite du changement, qui est un sujet qu'on traite énormément ces dernières années, et pas du tout en mode je vous présente les 50 auteurs, hein, bien en mode qu'est-ce qui fait que ça réussit, parce que comment je suis venu à la conduite du changement, c'est pendant des années, moi je créais des kits pédagogiques qui fonctionnaient bien, et je me rendais compte que chez mes clients, les changements ne marchaient pas, parce qu'il manquait des trucs. Il manquait de la communication, il manquait de l'engagement, il manquait des messages clairs, etc. Et ben, moi, j'ai identifié, en conduite du changement, j'ai une 50aine d'activités ou de jeux que je peux utiliser. Et par rapport aux clients, par rapport au public, par rapport à la durée, par rapport à ce dont ils ont besoin, ben, je vais utiliser telle modalité ou telle autre, parce que celle-là, elle dure 1/2 heure, et elle est super bien, mais vu que j'en ai d'autres encore mieux, ben, vaut mieux que j'en prenne une autre qui dure 5 minutes. Tu vois, il faut avoir le choix. Donc, hein, tu vois, avoir une grande culture ludique et en même temps se dire qu'un bon jeu à jouer entre amis sera un mauvais jeu à utiliser en formation. Alors, je déconseille très fortement d'utiliser des jeux du grand public en formation. Alors, vraiment, ça c'est un conseil. Pourquoi? Parce que les jeux du grand public sont faits pour être joués et rejoués. Hein, si tu es game designer d'un jeu grand public, mais ton but, et la première fois que tu joues, toi en tant que joueur, tu captes pas tout. Tu as beau regarder une vidéo, tu as beau regarder la première fois, et ce qui est intéressant, et c'est le but, c'est qu'en jouant progressivement, tu deviennes meilleur. Or, nous, en formation, on n'est pas là pour ça. C'est du plug and play, c'est-à-dire j'ouvre le jeu, on démarre et on joue. Et si tu prends un jeu du grand public et que tu as dans le groupe un gamer ou quelqu'un qui connaît bien le jeu, mais c'est mort. Il te fait l'effet leader, c'est-à-dire il dit à tout le monde, moi je connais le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Alors, sauf si tu veux illustrer l'effet leader. Si tu veux leur faire toucher du doigt que, attention, travailler en équipe, c'est pas il y en a un qui prend une décision pour les autres, ça peut marcher. Mais si tu prends un jeu du grand public ou un jeu connu et que tu as des joueurs, il y en a de plus en plus dans ta formation, mais c'est mort. C'est mort. Même si c'est un jeu qu'on détourne, du coup. Mais un jeu, alors il faut vraiment le détourner énormément. Par contre, tu peux prendre une mécanique, par exemple, prendre le jeu du Cluedo, parce qu'on doit être sur des jeux ultra simples. Quand j'ai démarré en 91, quand tu disais que tu faisais du jeu, on te regardait comme si t'étais perdu, quoi. Mon Dieu, il fait du jeu de rôle. Ah là là. D'accord? Franchement, pendant des années, et j'étais pas tout seul, on a fait un travail d'évangélisation. Et maintenant, ça s'est retourné. Il y a quelqu'un qui dit j'aime pas le jeu, mais alors tout le monde le regarde en disant mais alors mon Dieu, mais faut que tu ailles voir un psy. Ben non, les gens ont le droit de pas vouloir jouer, ils ont le droit en formation de pas vouloir jouer, on n'est pas là pour ça. Donc tu dois proposer ce que j'appelle des jeux Canada Dry, c'est-à-dire des jeux, les vrais joueurs vont trouver que ton jeu est sympa, et pour moi un bon jeu, c'est un jeu où si je le présente à tric-trac, ils vont tous se marrer. S'ils trouvent que mon jeu est bon, si je me suis planté. Tu vois, donc, je dois prendre un jeu dans lequel on va retrouver des éléments de jeu, dans lequel les joueurs vont retrouver des trucs. Il va manquer plein de règles optionnelles dont on n'a rien à faire en formation. Et il faut des jeux dans lesquels les pas joueurs ou les non-joueurs vont quand même s'y prêter parce qu'ils vont avoir un intérêt professionnel. Attention, hein, si en formation maintenant, c'est pas parce que tu es joueur que tu as des qualités particulières. Faut pas que ça devienne l'effet inverse. Il ne faut pas que ça devienne la dictature du jeu. Alors, je dis pas que c'est le cas, hein, mais quelqu'un qui aime pas jouer et qui a pas envie de jouer, c'est parce que ton jeu est trop jeu. D'ailleurs, pour certains publics, moi, je conseille, moi, ce que je fais, c'est je démarre pas en disant on va faire un jeu. Je démarre toujours en disant, voilà, on va maintenant travailler pendant cette séquence ce point-là, voilà pourquoi ce point est important. Alors, et pour démarrer, pour qu'on ait une base commune, ce que je vous propose, c'est qu'on vive une situation un peu décalée. Et à ce moment-là, je vais utiliser un jeu, un exercice, une activité, une mise en situation. Et
Et ensuite, si le jeu est bien fait, ce qui est souvent le cas, très vite, les gens qui n'aiment pas le jeu, ils se disent, bah ouais, mais il est bien, parce que ça représente une partie de la réalité. Mais il ne faut pas tomber dans le travers de on joue. Et je vois trop souvent des game designers qui viennent dans la pédagogie et qui veulent faire du jeu. Ouais. Ben non. Non. On n'est pas là pour jouer. On est là pour se servir du jeu pour atteindre nos objectifs. Enfin, c'est important, mais je le répète, hein, cette méconnaissance, je l'ai vécue il y a 25 ans, il y a plus de 25 ans, donc je comprends très bien qu'on puisse la faire. C'est pas parce que tu es game designer que tu es pédagogue ou que tu sais animer une formation. Tu vois Oui, mais du coup, il y a des personnes dans ton équipe qui sont spécialisées sur la partie création de jeux et d'autres sur la formation, ou est-ce que c'est une personne qui a ces deux qualités ou deux compétences? Alors, il y a quelques mois, je crois que c'était en 2010. Pour ceux qui veulent me suivre sur mon profil LinkedIn, j'avais publié, alors je l'ai retrouvé, le 27 juillet 2017, un post qui s'appelait « Méfiez-vous des game designers pour créer un jeu pédagogique ». Alors, c'est intéressant parce que selon mes clients, certains me connaissent pour le jeu, mais c'est pas les plus nombreux. La plupart, ils nous connaissent pour des formations efficaces, des participants satisfaits, voilà, c'est comme ça, ou pour le fait qu'on a créé des modules de formation sur des sujets difficiles. Après, qu'on soit des créateurs de jeux, pour eux, enfin, ils s'en foutent, quoi. Enfin, ton maçon, quand tu le fais venir, ce que tu veux, c'est qu'il fasse ce que tu lui as demandé. Après, et donc, je suis souvent, quand j'ai des réunions avec des clients et qu'on parle pédagogie, souvent, ils montent des jeux qu'on leur a réalisés et qui souvent, alors maintenant, ils sont souvent très beaux graphiquement. Ils sont bien faits, il y a des pions, etc. Mais j'en rencontre un certain nombre qui sont des jeux, mais dans lequel le contenu est faible et dans lequel, alors je te parle même pas des jeux de loi, il y a encore des jeux de loi ou des jeux de cartes. C'est à la mode. Mais il y a des fois des jeux qui sont des vrais jeux. Et quand je demande à mes clients, et vous en faites quoi? Ils disent, rien. Parce que ça marche pas, c'est pas utile, c'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis du jeu. Ouais. Par contre, moi, ce que je fais souvent, et j'aime bien, parce que j'ai une grande culture ludique, mais je peux pas tout faire. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des game designers. Sauf que tant qu'on n'a pas défini le scénario pédagogique, tant qu'on n'a pas défini la structure, qu'est-ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on faisait après, et moi, mon rôle, c'est de leur faire enlever des trucs. C'est de dégamifier. C'est d'enlever du jeu en disant, attendez, là, non, mais t'es pas en train de faire le jeu pour avoir le dé d'or. Enfin, voilà. L'objectif, c'est que des cadres, des commerciaux, des administratifs, à travers cette activité, fassent ça. Et donc, souvent, j'enlève des trucs. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour jouer. Mais c'est normal, eux, ils sont là pour créer, pour faire du game design. Mais t'as pas besoin de ça. Donc, moi, je travaille avec des game designers, mais actuellement, c'est marrant parce que jusqu'aux années 2000, je devais convaincre mes clients de rajouter du jeu dans la pédagogie. Maintenant, très souvent, c'est l'inverse. Tu vois, c'est devenu paradoxal. Je dois leur dire, mais enlevez vos activités ludiques qui servent à rien. C'est-à-dire que voilà. Moi, j'ai travaillé récemment pour un client. J'ai accompagné un groupe de concepteurs et il y avait un module de formation qui était un peu ennuyeux. Et donc, ils l'ont gamifié beaucoup. Tu sais, avec ces nouveaux outils où tu tapes sur ton smartphone, tu avais plein d'activités ludiques. Donc, les participants s'ennuyaient plus, mais l'efficacité avait été réduite. Et donc, le conseil, ça a été, mais enlever des séquences ludiques. C'est-à-dire que mettez des séquences d'application, de transfert, de pratique, de réflexion, de synthèse. Enfin, voilà. Enfin, je le vois dans le mouvement agile. C'est super, les jeux. Sauf que, il suffit pas de jouer pour apprendre. Je parle bien en formation. Il faut, voilà. Alors, le jeu de début d'après-midi pour réactiver, mais si tu enquilles les jeux, ça sert à rien. Pour donner un exemple, je suis intervenu pour un client sur la conduite du changement et j'ai utilisé un outil et un seul, qui sont les 4 réactions par rapport au changement, pendant une journée avec tous les managers. C'est juste que cet outil-là, j'ai créé plein d'activités qui ont permis véritablement qu'ils s'approprient le truc et qu'ils voient. Et à la fin de la journée,
ils étaient super contents parce qu'ils m'ont dit c'est la première fois, qu'on a passé, on a passé une bonne journée, mais en plus on n'a pas eu beaucoup d'apports et surtout on voit comment l'utiliser. Alors je dis bon, pourquoi? Ils me disent il y a pas longtemps on a fait une formation où en 2 jours on nous a présenté 50 outils pour les managers. Il y avait plein d'activités, mais on n'avait jamais le temps de réfléchir, de les approprier. Et c'était très très vivant la formation qu'ils ont vécue. C'est juste que c'était le Club Med, quoi. C'était l'animation perpétuelle. On n'est pas là pour ça. Si tu joues, c'est la mode de l'escape game. C'est très bien l'escape game. Moi, j'en ai fait un là à Noël avec ma famille. Pendant 1 heure, on s'est éclaté. C'est juste que l'escape game, si tu passes pas une journée entière après à le débriefer, à faire le lien et à l'exploiter, c'est juste un moment ludique. Parce que on a tous envie dans l'escape game de sortir avant que ça soit fini. Les informations, tu les dis pas. Enfin, voilà. Okay. Et du coup, quelle part doit prendre le jeu dans une session de formation? C'est finalement pas tant que ça, d'après ce que tu dis. Alors, ça dépend de l'objectif pédagogique, ça dépend du sujet, mais ça doit prendre, je sais pas, 10, 20, 30%. Alors, quand je parle de jeu, de gamification, une activité ludique, une activité pédagogique peut être une bonne activité. Si tu regardes le quiz, c'est bien, mais t'es pas obligé de faire que du vrai-faux. Car le quiz, comme Trivial Pursuit, pédagogiquement, c'est très faible. Parce que c'est tu sais ou tu sais pas. Mais si tu utilises des quiz dans lesquels c'est des questions ouvertes, dans lesquels le quiz c'est des énigmes, c'est trouver vous avez 5 minutes pour trouver dans la doc la réponse à la question et prendre votre décision et la présenter aux autres équipes, et puis vous gagnez des points, tu as fait une activité pédagogique simple qui est largement suffisante, car ton objectif c'était pas de jouer, ton objectif c'est que les gens s'habituent à regarder dans la doc et à prendre de bonnes décisions. Donc, j'allais dire que la réponse à ta question, c'est ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Mais le moins possible gratuit. Finalement, pourquoi est-ce qu'on utilise du coup le jeu dans une formation? Qu'est-ce qu'on attend comme effet sur les stagiaires? Alors, le jeu, c'est-à-dire que nous, êtres humains, c'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, on utilise pour le développement de nos enfants le jeu. Et puis, arrivé à un certain âge, on commence à dire il faut être sérieux, tu vas apprendre de façon conceptuelle. Or, on n'apprend pas uniquement de façon conceptuelle. On apprend en faisant, en pratiquant, en échangeant, en montant sur le vélo et en faisant des petits tours de vélo. Alors, c'est là où rentre en compte la gamification. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui font déjà du vélo, tu leur apprends ce que c'est un vélo, ils vont s'ennuyer. Si à l'inverse, il y a des gens qui savent pas ce que c'est, tu leur fais déjà faire le Tour de France, ils vont jamais y arriver. C'est le principe dans n'importe quel jeu. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Quand je découvre un nouveau jeu vidéo, je m'attends à ce qu'il y ait un parcours m'amenant progressivement à m'approprier le jeu. Si je fais un jeu de rôle, d'abord aller à gauche, à droite, avancer, donner un coup d'épée, et puis apprendre des sortilèges de plus en plus puissants si je suis un magicien, etc. Si à l'inverse, c'est la 8e extension du même jeu, je veux juste qu'on me montre ce qui a changé, et puis tout de suite jouer. Tu vois, c'est le même principe en formation. Donc, le jeu peut servir de sensibilisation. C'est-à-dire que tu vas utiliser le jeu pour recréer de façon simplifiée dans la salle un élément. C'est-à-dire tu vas leur faire jouer, par exemple, en 10 minutes, les difficultés de la communication. Et le jeu te permet d'avoir une base commune qui permettra de dire, OK, c'était juste un jeu artificiel en salle, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement? Et puis, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans le jeu que vous avez dans votre vraie vie? Et le fait d'avoir vécu en commun une expérience crée de la réalité. Ensuite, le jeu permet de s'entraîner sans qu'il y ait d'enjeu. C'est-à-dire que tu viens de voir les différentes étapes pour motiver un collaborateur qui a fait une erreur. Plutôt que de le faire dans la vraie vie, le jeu de rôle ou le sketch permet de t'entraîner. Alors, ça remplacera jamais la vraie vie, mais ça fait que tu te familiarises avec ce que tu devrais faire.
Ça peut aussi permettre de réactiver. C'est-à-dire, on sait maintenant qu'on n'apprend pas en une fois, on apprend en faisant, en refaisant, et le jeu est un très bon moyen d'apprendre. D'autant plus que si c'est le formateur qui répète ce qu'on vient de voir, c'est lui qui apprend. La deuxième journée, de faire un petit jeu de démarrage dans lequel c'est les participants qui produisent les réponses qu'on a vues la veille, c'est super efficace. Alors ça peut être juste, je vous mets en 3 équipes, chaque équipe, vous faites la synthèse des points clés, c'est juste une activité pédagogique. Ça peut être, voilà, chaque équipe, je vais vous poser des questions et votre but, c'est d'accumuler un maximum de points avec les bonnes réponses. Comme ça peut être, vous allez créer vous-même les questions que vous allez poser aux autres équipes. Voilà. L'intérêt, c'est que tu amènes les participants à se réapproprier des sujets. Voilà, donc on va se servir du jeu parce qu'à un moment donné, c'est une très bonne activité pédagogique pour atteindre des objectifs de appliquer, comprendre, créer, prendre du recul, échanger, partager. Okay, voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise la gamification pédagogique, parce que c'est comme ça que l'adulte apprend, ou l'être humain apprend. On apprend en faisant. Hein, si tu reprends, il y a un cycle que moi j'aime bien, qui est le cycle de Kolb. Est-ce que tu connais le cycle de Kolb? Pas du tout. Alors, c'est 4 étapes. Alors, je vais le faire en très simplifié. Hein. Tu débriefes ce que tu as fait, tu prends du recul pour voir ce qui s'est passé, tu en tires des enseignements que tu formalises en te disant qu'est-ce qui était spécifique à cette situation et qu'est-ce qui était générique et qu'on peut appliquer, puis ensuite tu t'entraînes pour devenir meilleur, puis ensuite tu fais. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si je reprends, moi je connais des gens, ça fait des années qu'ils jouent au jeu de stratégie. Si ton objectif, c'est juste d'être meilleur en jeu de stratégie, tu peux devenir très très bon en jeu de stratégie. Moi, je connais des gens dans mon parcours ludique, très très bons en jeu de stratégie. C'est pas pour autant qu'ils sont bons de leur vie professionnelle en stratégie. Ils sont juste bons dans le jeu de stratégie. Par contre, si tu te dis, ok, mais finalement, et ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire des projets dans les années 2000, des gros projets, mes années, mes 20 ans de jeu de stratégie m'ont considérablement aidé. Parce que je me suis dit, mais attends, mais là, rappelle-toi quand tu jouais à Squad Leader et qu'effectivement, tu définissais mal au démarrage ton objectif, tu partais dans tous les sens, tu vois. Donc, c'est pas de jouer qui te fait apprendre. Ce qui te fait apprendre, c'est qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'on peut capitaliser et comment on peut l'exploiter. Sachant que le jeu peut te permettre de vivre, peut te permettre de valoriser le débriefing, peut te permettre de transférer aux gens des compétences déjà formalisées, ou peut te permettre d'aider les gens à mettre en pratique. Hein, une simulation, c'est ni plus ni moins qu'une façon de s'entraîner à mettre en pratique sans qu'il y ait d'impact dans la vie réelle. Et c'est là où le jeu est très efficace, parce qu'il permet, en sortant de la formation, de t'être approché au plus près, d'être capable de le faire après la formation. La grande évolution de la formation, c'est qu'avant, on pensait qu'en formation, on venait pour apprendre des trucs. C'est pas entièrement vrai. On est là aussi pour formaliser ce qu'on faisait déjà, aller plus loin sur ce qu'on faisait, découvrir des choses nouvelles, voire se rendre compte que des choses qu'on faisait, qu'on a trouvé efficaces, ne sont pas forcément, et surtout, comment faire en sorte pour qu'on s'améliore. C'est ça le but de la formation. Hein, c'est d'actualiser, de développer, d'enrichir les compétences dont on dispose. Tu parlais de réactiver à un moment. Est-ce que tu proposes des activités ou des jeux qui sont proposés aux stagiaires après la formation régulièrement pour ancrer en fait un savoir, par exemple? Alors, dans la mesure du possible, maintenant, on pense plutôt dispositif que formation. C'est-à-dire que finalement, on se dit la formation, c'est j'arrive à 9h, je repars à 17h et c'est fini. Ça existe encore. Hein. Mais
Il y a tout ce qu'on peut faire avant, tout ce qu'on peut faire après. Par exemple, envoyer à l'avance un questionnaire aux participants en disant quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous faites déjà. Un, ça permet de voir ce qu'ils veulent. Et deux, ça leur permet de commencer à ce qu'ils réfléchissent, eux, à ce qu'ils attendent de la formation. Ensuite, durant la formation, se dire, et je reprends l'exemple de gamification, hein, on n'a pas 2 jours. C'est pas jour 1, thème A, matin A, thème A, après-midi, thème B, jour 2, thème C, jour 3, thème D. Tu vois, c'est pas comme à l'école. C'est-à-dire que tu dois te dire, OK, je dois régulièrement rebooter, revenir sur ce qui a été vu la veille, le matin même, de façon à ce qu'en quittant la formation, ils aient appris 3-4 trucs vraiment utiles et ils savent comment faire et ils voient comment le faire et ils ont envie de le faire. Voilà. Donc déjà, ça, c'est important. Et puis après, bien évidemment, nous, on conseille du suivi, de l'accompagnement, de la classe virtuelle, de l'atelier, du suivi terrain. Et ce qu'on fait aussi de plus en plus, c'est qu'on crée des kits pédagogiques qui sont animés par les managers ou par les relais. Tu vois, tu as vécu une formation et puis un mois après, lors de la réunion d'équipe, tu as quelqu'un qui va animer une séquence, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, pour continuer les effets de la formation. Et alors là, il faut être vraiment sur du ludique ou de la gamification très légère. Mais ça te permet de remettre ça en tête. Et bien évidemment, c'est ça qui va être important. C'est comme quand tu joues à un jeu. C'est pas parce que tu as joué une fois à un jeu que c'est bon. D'ailleurs, tu lis les règles. En général, tu comprends rien. Tu vas voir sur TrickTrack une vidéo. Bon, ça paraît un peu plus clair. Tu essaies de jouer avec des copains. Si tu as un peu de chance, il y en a un qui a déjà joué. OK. En général, tu te fais avoir. Tu oublies des règles. Puis après, tu as envie de gagner, donc tu lis les règles, tu te rends compte que tu as joué complètement à côté ou que tu n'as rien compris. Tu vas sur les forums et tu comprends des trucs, voilà, et progressivement, tu vas t'améliorer au jeu. Enfin, c'est le même principe en formation. D'accord. Et puis surtout, quand on a des adultes, c'est pas la page blanche. C'est-à-dire, ils viennent pas sans rien. Un manager qui a jamais été formé au management, il a déjà en tête plein de trucs. Il s'est pas forcément bien formalisé, c'est pas forcément utile, mais il faut absolument s'en servir. Une formation où tu apprends que des choses nouvelles à tes participants, ils trouvent ça génial, mais ils s'en serviront de rien, parce que tout est nouveau. Donc le grand jeu pour un bon formateur, c'est en même temps d'apporter des trucs nouveaux et en même temps de réactiver ce que les gens savent déjà. Ce qui est un vrai challenge. Hein. Ouais. Tu en as parlé au tout début. En quelle année est-ce que tu avais commencé à utiliser les jeux en formation pour 90. 90 1990. Et depuis les années 90, du coup, est-ce que tu as remarqué une évolution dans les jeux qui sont utilisés en formation? Ouais. Alors, quand j'ai démarré en 90, on a été très rapidement sur un salon qui s'appelait Ludimat, alors qui a toujours lieu à Solutions Ressources Humaines une fois par an au mois de mars. Mais à l'époque, Ludimat, il y avait 40, 50 stands, il y avait des jeux, beaucoup de jeux de plateau, il y avait des clowns, il y avait, enfin, tu vois, c'était toutes les pédagogies du détour. Et réellement, le principe à ce moment-là, le grand principe, c'était de rendre la formation moins ennuyeuse. Voilà. Et il y avait florès de jeux, et on peut dire que pour nos clients, il suffisait que les gens s'ennuient pas. Je caricature, hein, mais comme c'était des formations très descendantes, très théoriques, il n'y avait pas encore de PowerPoint. Hein, tu présentais tes transparents, et donc rien que si tu avais une pédagogie un peu décalée et un peu sympa, ça fonctionnait bien. Et c'était la mode du Trivial Pursuit. Alors du Trivial Pursuit, il y en a eu des tonnes, même si c'est un très mauvais jeu pédagogique, parce que il y a que la réponse qui est importante, c'est toujours les mêmes qui jouent, c'est aléatoire, c'est sans fin, enfin c'est vraiment le truc qu'il faut pas utiliser. Puis bon, et puis vers les années 2000, le e-learning est arrivé, et puis le jeu, on va dire, est devenu un peu normal. Et moi, j'ai commencé vers les années 2000 à moins parler de jeu. Pour moi, j'étais passé à autre chose. Enfin, je continuais à l'utiliser, mais pour moi, le jeu, c'est un moyen. Et puis vers les années 2010, on commençait à se développer les serious games vidéo, les serious video games, dans lequel on retrouvait le livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire bonjour, je suis le collaborateur, je vais voir mon manager, j'ai 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3, je fais le choix 1, et voilà, c'est ce principe d'arborescence. Et puis, tu as eu après tout un tas de jeux de simulation. Sauf que tu pourras jamais professionnellement avoir les mêmes budgets de développement que si tu fais Assassin's Creed, par exemple.
Et puis, moi, j'ai vu arriver depuis 4-5 ans, et c'est très bien, tout un tas de nouvelles activités ludiques. Beaucoup de jeux de cartes, beaucoup de jeux d'activités, etc. Et c'est super bien. Sauf que ça part dans tous les sens, et on est vraiment sur des gens qui ont été biberonnés aux jeux vidéo et aux jeux de société, se disent comment l'utiliser en formation. Et c'est très très bien. Je ne veux pas paraître le vieux machin. Voilà. Sauf que effectivement, faut pas confondre. On n'est pas là pour jouer en formation. Hein. On est vraiment là pour, pour, pour développer les compétences des apprenants qui sont là. Et je vois arriver la réalité virtuelle. C'est le truc à la mode. Euh, alors, moi, je pense que pour certains sujets, c'est super efficace. Mais paradoxalement, quand on est trop immergé dans la réalité, on n'apprend pas forcément. Nos ressources cognitives sont dédiées à gérer la réalité. Quand tu es avec un vrai client en tant que commercial, tu es là pour réussir l'entretien. Alors, après, si tu as de l'expérience, tu peux en temps réel analyser ce qui est en train de se passer. C'est ce que font les bons commerciaux qui ont de l'expérience et qu'on a formés pour avoir des bonnes grilles de lecture. Mais la formation est là pour quelque part te sortir de la vraie vie et t'amener à prendre du recul. Donc, il faut effectivement recréer la réalité, mais paradoxalement, créer la réalité peut être contre-productif. Je te donne un exemple. Il y a des années, pour un client, on faisait des formations aux techniques de négociation. Et j'avais créé un cas fil rouge un peu décalé qui marchait très très bien. Bon. Et puis, il y a une entité qui est dans le monde du médical, qui allait voir des hôpitaux, et le grand patron, il dit, c'est très très bien votre formation, mais moi, je veux qu'on ait des cas réels. Et c'était il y a des années, je manquais un peu de maturité et de tout le recul donc j'ai fait, ah bah ouais. Et puis effectivement, avec ses collaborateurs, on a créé des cas. Et j'ai fait la première formation, et ça a été horrible, parce qu'on a passé énormément de temps à rajouter des éléments dans les cas. Autrement dit, les participants, oui, mais alors c'est quel hôpital, mais il y a combien d'étages, et qu'est-ce que je sais. Enfin, ils voulaient du vrai. Et c'était complètement nul, parce qu'à chaque fois, ils disaient, oui, mais moi, c'est pas comme ça, moi, c'est pas les vrais. Et donc, la fois d'après, je suis revenu au cas décalé. Donc, c'était, vous allez rencontrer un interlocuteur, un acheteur. Alors, bien évidemment, le cas décalé était proche, mais c'était pas un acheteur dans un hôpital, c'était un acheteur voilà. Et puis, on faisait la mise en situation qui était assez courte. Et puis après, on débriefait, voilà, ce que vous avez vécu. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous rencontrez dans vos situations? Et là, c'était génial parce qu'au lieu de s'affronter sur moi, c'est pas pareil, ils venaient compléter leur expérience. Donc, la réalité virtuelle peut être très, très bien, mais quelquefois, ça peut être une bonne pratique comme une mauvaise pratique. Mais ça peut être intéressant pour t'entraîner. C'est-à-dire que c'est le même principe que pour un jeu. C'est ce que je dis souvent, on doit apprendre à résister. Alors, résister à c'est nul, on va pas le faire, ou résister à c'est génial, c'est formidable, ça va tout changer. Non, c'est OK. C'est une modalité, et moi je trouve que la réalité virtuelle c'est vachement bien. Hein, c'est parce que ça permet de. Et par exemple, ça peut dans certains cas te permettre de. Mais il faut que ça soit une réflexion pédagogique. C'est-à-dire à ce moment-là, et vu les contraintes techniques que ça amène, vraiment il faut l'utiliser. Puis à d'autres moments, non, oui, c'est vrai que ça apporte un plus, mais vu les contraintes que ça amène, et puis il va falloir un certain temps avant que les gens soient habitués, hein, parce que quand tu mets tes lunettes de réalité virtuelle, t'es tout sauf à l'aise. Hein. Enfin, tu vois Par contre, pour entraîner des astronautes, pour entraîner des gens qui vont dans les centrales nucléaires, c'est formidable. Hein, Mais on est bien pour quel besoin. Et de même, est-ce que tu as ton public qui a changé depuis du coup les années 90? Alors, 30 ans de jeux de rôle m'ont amené j'ai une façon d'animer qui vient bien évidemment des formations de formateurs que j'ai suivies ou etc. Mais j'anime comme un meneur de jeu. Pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, j'anime comme un meneur de jeu. Et je vois de plus en plus des participants durant la pause qui viennent me voir en me disant Jérôme, tu connais le jeu de rôle ? Ou
ou qui me parlent de jeux, ou qui me disent, bah tiens, dans mon équipe, on a fait ce jeu. Enfin, on sent que le jeu se développe. Alors attention, c'est un effet de halo, hein. C'est pas parce que tu as certains univers où on joue beaucoup, comme les développeurs, dans les systèmes d'information et chez les ingénieurs, que ça se fait forcément partout, hein. Moi, j'ai encore plein de situations dans lesquelles venir avec 2 caplas et puis quelques cartes, c'est déjà le summum du ludique, hein. Et d'ailleurs, très bien. Moi, j'ai formé il y a des années des notaires. Bah, les notaires, au début, ils viennent pour se former à un sujet. Puis quand tu commences à utiliser un jeu en leur montrant que c'est utile et que c'est efficace, à la fin, ils trouvent qu'ils comprennent pas pourquoi toutes les formations qu'on leur propose sont pas aussi sympas. Voilà. Donc il faut toujours s'adapter par rapport au public. Mais effectivement, la culture ludique. Alors, je fais des formations à la gamification pédagogique. C'est-à-dire, effectivement, je forme des formateurs, alors uniquement en interne dans les organisations, et je demande toujours, 1, quelle est votre culture du jeu, et 2, quelle est votre culture de la gamification pédagogique. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont une grande culture ludique, mais qui savent pas très bien comment l'utiliser en formation. Tu as des personnes qui ont une grande culture ludique en formation, mais qui me disent, moi, je suis pas un joueur, mais en formation, c'est efficace. Et puis, de temps en temps, j'en ai qui ont les deux, et c'est intéressant parce que j'apprends toujours des trucs. D'accord. Mais c'est ça qui a évolué, c'est que maintenant, le jeu, c'est devenu à la mode, mais c'est même un peu trop à la mode. Hein, il suffit de mettre un jeu. Enfin, j'ai maintenant pas mal de gens qui me disent, bah, il y a qu'à mettre un jeu. Non. On va mettre une séquence gamifiée qui va permettre qu'au lieu que ça soit descendant, les participants s'approprient le sujet. Mais le jeu ne sera pas là pour ça. Alors, tout ce que je dis, bien évidemment, hein, il y aura toujours des contre-exemples, hein. Il y aura toujours des cas où, au contraire, non, pendant une journée entière, on va jouer. Parce qu'à ce moment-là, le sujet, ton but, ça va être de faire jouer plusieurs fois parce que tu veux scénariser ce qui va se passer dans la vraie vie. C'est-à-dire, moi, j'ai créé des jeux de simulation où pendant une journée, on vit plein d'épisodes reprenant ce qui peut se passer lorsqu'il y a un problème. Donc, les participants vont avoir l'impression d'avoir joué souvent, mais fondamentalement, ils auront peut-être joué 1h30 sur la journée, mais plein de séquences. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'exploitation, les apports, le transfert, l'enseignement que tu en retires. Donc, tout ce que je dis, c'est en général. J'ai plein de contre-exemples. Ok. Comment est-ce que tu vois les futurs jeux pédagogiques, du coup? On a parlé de la réalité virtuelle. Est-ce que tu penses qu'on va utiliser de plus en plus les nouvelles technologies? Ou est-ce qu'on va rester sur l'utilisation de jeux simples comme les Capla, les Lego? Alors, je reviens toujours sur une question d'usage. À quel moment? C'est-à-dire que si tu es en salle avec d'autres humains, c'est quand même dommage de virtualiser. Hein, voilà, c'est quand même dommage de virtualiser. Par contre, quand tu es tout seul devant ton écran, ça peut être sympa. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien jouer aux jeux avec figurines. Il y a longtemps, je faisais ça. C'est juste que quand tu joues à des jeux avec figurines, tu mets une demi-heure à installer tes figurines, une demi-heure à les ranger, et puis tu passes un temps infini à calculer avec ton voisin la distance entre ton pion et l'autre pion. Et alors là, il y a une colline, et puis tu es dans les bois, et puis il y a du brouillard. Donc sur un des 6, enfin tu vois, voilà. Mais c'est le plaisir. Après, moi j'aime bien le soir pour me détendre, j'allume un jeu vidéo. Moi j'aime bien la série des Total War, que ça soit Warhammer, que ça soit Napoléon, Rome ou autre. Je mets en route, j'ai tout de suite ma bataille, et j'ai pas à m'embêter à savoir sur est-ce que mes cavaliers, quand ils ont chargé, c'était bon. Je m'y suis bien pris, j'ai enfoncé l'ennemi, je m'y suis pas bien pris, j'ai perdu la bataille. Tu vois, mais parce que là, ce que je souhaite, c'est vivre la bataille. Donc oui, je pense que l'évolution va faire que de plus en plus le jeu va devenir normal. Je souhaite et j'espère, et je pense qu'on va y arriver, qu'on ait effectivement la rencontre du monde des game designers et des pédagogues. Alors il y en a, hein, j'en connais, hein, mais c'est pas les plus nombreux. Les deux coexistent pour effectivement non pas partir du jeu,
mais se dire comment je peux utiliser au mieux ce magnifique outil, objet, principe qui est le jeu ou l'esthétisme du jeu ou les mécaniques du jeu pour faciliter le développement des compétences. Mais c'est vieux comme l'humanité, hein. C'est juste que les jeux vidéo, avec leur budget faramineux, ont fait qu'on a investi de l'argent sur la gamification. Mais attention, moi je lis beaucoup de bouquins sur la gamification. La majorité des bouquins sont soit la gamification jeux vidéo, c'est-à-dire comment je fais en sorte que les joueurs restent accros et payent tous les mois une somme, ou achètent des skins, enfin Fortnite par exemple, et c'est très gamifié. Ou alors, autre principe, c'est la gamification dans la création d'un jeu de société ou autre. Nous, en tant que formateur, on est dans la gamification pédagogique, c'est-à-dire comment j'utilise le jeu ou le principe du jeu pour susciter l'adhésion, promouvoir l'apprentissage, développer les compétences. Donc, on doit filtrer. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonction qui existe qui justement regroupe le game designer et l'ingénieur pédagogique. Alors peut-être, si, sûrement. Mais moi, après, tu vois, moi, je viens du jeu, j'aime le jeu, et puis je suis arrivé dans la conception pédagogique très vite. Et puis moi, je m'intéresse au sujet, c'est-à-dire par exemple, j'ai moins le temps de jouer parce que je prends beaucoup de plaisir à lire des bouquins professionnels. Alors moi, j'aime bien le week-end et le soir, et c'est mon plaisir, lire des bouquins sur les neurosciences, sur la transformation des organisations, sur la conduite du changement. Enfin, j'aime ça. Donc, au fur et à mesure des années, quand on anime des formations, on a les bénéfices de la gamification pédagogique. Comme on pratique une pédagogie active dans laquelle les participants nous disent des choses et font des choses, moi j'ai appris beaucoup grâce à eux. Finalement, quand tu n'es pas dans le descendant, en tant que formateur, tu progresses énormément. Donc finalement, ce qu'on présente, c'est à jour parce que c'est les participants qui le valident. Dans les formations, gestion des priorités entre ce que j'avais créé il y a 10 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à jour parce que il n'y a pas longtemps, dans une formation, un participant m'a donné une astuce super sympa. Alors, je la connaissais, mais voilà, et je me suis dit à ce moment-là, comment j'en fais bénéficier les autres. Donc, j'ai retravaillé le module, j'en ai parlé aux formateurs qui interviennent pour nous, et maintenant, ils l'utilisent. Voilà, c'est à jour. Et puis, voilà. Donc, mais c'est un parcours personnel. Et faut pas. Enfin, il y a aussi la pratique. C'est-à-dire que moi, quand je forme des gens à créer un jeu, je leur donne les éléments pour créer un bon jeu pédagogique. Après, il y a ce qui s'appelle l'expérience. Tu as beau faire une école pour devenir chef cuisinier, à un moment donné, même si l'école est formidable, comme dirait l'autre, il y a la pratique. Mais ça existe, que personne n'ait l'impression que je dis je suis le seul. C'est juste que c'est plutôt des parcours spécifiques. J'ai entendu ton podcast précédent avec Farid Ben Salem. Je trouve ça super. On sent qu'il a de l'expérience, qu'il a du recul. Il a un parcours. Je connais Alexandre Kouache avec qui on a créé une modalité sur comment choisir le jeu. Pareil, Alexandre, il a un parcours. Mais on n'est pas du tout pareil. Et c'est ce qui est intéressant. Mais il n'y a pas la fonction game designer pédagogique qui n'existe pas forcément parce qu'il faut connaître le game design, la pédagogie, les contenus aussi. Il faut éviter ce que j'appelle la machine à saucisses, c'est-à-dire que je l'ai vu souvent. C'est tu prends un bouquin et tu mets le contenu du bouquin dans le jeu. Ah oui. Non. Si tu n'as pas eu des centaines de parties... Moi, tu vois, en faisant comment je suis venu aux formations conduite de projet, c'est parce qu'on a un client en 2000 qui nous a demandé de concevoir un module de formation avec un jeu sur la conduite de projet. Et pour moi, la conduite de projet, dans les années 2000, c'est un truc d'ingénieur, c'est lourd, les projets se plantent, ça marche pas, ça coûte cher et c'est pas efficace. On appelle le projet en cascade. Et c'est pas si faux. Et j'ai dit, moi, je suis incapable de vous créer votre formation. Par contre, vous êtes tous des gens super expérimentés. C'est Decathlon. T'imagines? Donc, en 2000, en 2002, j'ai créé avec les chefs de projet expérimentés de Decathlon la méthode Decathlon. Alors, depuis, elle a évolué, mais elle est toujours utilisée.
Et, et une fois qu'on avait formalisé ça, mais je me suis dit, mais finalement, ce qu'ils me disent, mais ça me parle. Et ils ne me parlaient pas théorie, ils me parlaient pratique. Et je me suis dit, mais finalement, si on part de la pratique, de ce qui est vraiment utile, mais la conduite de projet, mais on devrait être formé à l'école là-dessus. Et donc, voilà. Donc, quand on forme à la conduite de projet, on ne forme pas aux théories projet. On forme à qu'est-ce qui va vous aider à réussir vos projets. Et c'est là où le jeu est d'une grande aide. Ok. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Mais oui, il faut travailler avec des game designers. Oui, il faut travailler avec des pédagogues. Et oui, il faut travailler avec des gens qui maîtrisent le contenu. C'est les trois qui sont importants. Ok. On arrive aux dernières questions. Je suis bavard. Pas de problème. Y a-t-il un jeu que tu recommandes? Jeu grand public ou jeu Comme tu veux. Ah, c'est une question super vache. Il y a un jeu que j'ai découvert il y a quelques mois qui s'appelle Concept. Oui. Je sais pas si tu connais ce jeu Concept. Alors c'est un jeu, c'est marrant parce que le système de jeu, il est vraiment pas enfin moi je l'utilise pas, mais le principe c'est quoi? C'est que tu tires une carte et tu dois faire deviner un concept. Je sais pas. Alors ça peut être un concept, un mot. Je sais pas, par exemple Superman. Tu vois, ça peut être un personnage célèbre ou autre. Et tu as devant toi un plateau avec différents symboles. Et tu vas, par exemple, poser un pion sur un symbole qui va représenter, je sais pas, par exemple, un homme. Et là, les joueurs, en donnant un maximum d'éléments, doivent essayer de trouver qu'est-ce qui a marqué sur ta carte. Alors, c'est marrant parce que le système de jeu, moi, je trouve qu'il est complètement artificiel, mais c'est un jeu très sympa à utiliser entre amis parce qu'en plus, très rapidement, tout le monde joue et tout le monde se fout de gagner. Oui. Je trouve aussi qu'effectivement, dans le concept, on joue pas vraiment pour gagner, c'est plus pour rigoler, pour essayer de trouver le concept. Voilà. Quoi. Donc, et je pense, voilà, et c'est un jeu qui a demandé du temps, voilà, mais c'est un jeu malin, c'est un jeu rapide, voilà. Alors, faut pas le faire trop longtemps parce que normalement les gens avec qui tu joues ont mal à la tête, enfin, voilà, mais c'est un jeu très sympa. Mais moi, ce que je conseille, alors, Farid l'a dit dans le précédent podcast, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, vive le jeu de rôle. Je joue actuellement à Donjons et Dragons 5e édition. Moi, je suis un vieux rôliste. Et franchement, le jeu de rôle, quel que soit le sujet, c'est un jeu merveilleux parce qu'on peut jouer avec des règles très simples, on peut jouer entre amis. Enfin, et moi, je conseille le jeu de rôle autour d'une table parce que c'est une vraie activité sociale. C'est une activité détendante. Enfin, véritablement, c'est pas un truc nouveau, mais je conseille comme Farid le jeu de rôle. Vive le jeu de rôle. Ok. Si on souhaite en savoir plus sur toi et ton travail, où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors, j'ai un site www.eikos, donc eikos-concept avec un s à la fin.com, dans lequel on a nos formations. Alors, il n'est pas forcément à jour, mais il a plein d'éléments que j'ai mis au fur et à mesure. Et puis, sur LinkedIn, régulièrement, je publie soit des posts, soit des articles. Et alors, j'ai créé il y a 2 ans un meet-up sur Paris qui s'appelle Réinventer la formation en présentiel. On fait ça à peu près toutes les 6 semaines. On se réunit le soir sur Paris, de 19h à 21h30. Et chaque fois, c'est un sujet autour de la formation. Alors, une fois sur 2, c'est un sujet plutôt autour de la gamification. Comment choisir un jeu, comment adapter un jeu, comment exploiter un jeu, enfin, tu vois. Et une fois sur 2, on est plus sur des sujets pédagogie, la classe inversée, le blended, tu vois, voilà. Et donc, ça permet d'échanger et c'est super intéressant parce que ça permet de rencontrer des gens d'univers très différents. D'accord, et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire. Alors, je pose 3 questions, mais j'accepte tout le monde. Donc, vous allez sur Meetup et c'est réinventer la formation en présentiel. La seule contrainte, c'est qu'on ne vient pas à ce Meetup pour faire ses courses. Autrement dit, on ne vient pas en tant qu'organisme de formation pour aller pêcher du client, c'est pas le but. Il y a des responsables de formation qui sont là et ils ont envie d'être tranquilles et moi aussi. Et le but à ce moment-là, c'est d'échanger. Hein. Moi, en général, je présente le sujet, je présente quelques éléments du sujet.
Ce qui m'oblige à travailler le sujet. Et puis après, il y a toujours des ateliers, des activités, et dans lesquelles on produit. Et c'est comme le berger espagnol, c'est-à-dire que chacun amène ce qu'il veut, et puis on échange. On n'a pas forcément besoin d'être d'accord, mais ça permet d'aborder un sujet. Tu vois, et moi, je laisse la main très facilement, et je suis là pour apprendre des trucs. Et là, on va faire le 15e bientôt. Donc tu vois. D'accord. Parce que le plus dur, c'est pas de faire le premier. Hein. C'est comme le podcast. Le plus dur, c'est pas de faire le premier, c'est de faire les 15 suivants. Ok, donc on reste attentif pour le prochain meet-up. Je publie à chaque fois sur mon profil la date, le sujet. Donc, il suffit de me suivre. Très bien. Ben, merci Jérôme Boquet. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.